séance, je vous propose de désigner Benjamin Bouvier comme secrétaire de séance. Pas d'opposition, pas d'abstention. Eh bien écoute, Benjamin, tu peux nous donner lecture donc, du procès-verbal de la séance du 23 septembre 2024. Alors, au cours de la séance du 23 septembre 2024, le Conseil municipal a adopté les rapports 2023 sur le prix et la qualité du service d'eau potable et d'assainissement collectif, sollicité l'adhésion de la commune au CIEP et de la Roseille à compter du 1er janvier 2025, approuvé la convention de gestion de la collecte de la taxe de séjour par les logeurs, accepter la convention relative à la mise à disposition de la piscine intercommunale pour les écoles d'Aubusson, approuver la convention relative à la mise en œuvre de chantiers participatifs à l'église Sainte-Croix, approuver le remboursement d'un sinistre auprès de la Maïf, approuver la convention de financement du projet Notre école faisons-la ensemble, autoriser la constitution d'une servitude au profit d'Enedis, donner un accord de principe pour l'extension des locaux de la gendarmerie et de la construction de logements, donner un accord de principe pour la réhabilitation de l'immeuble dit Le Noir en centre-ville, accorder une subvention de l'association France-Ukraine Amitié, à céder le bien communal 25 rue des Fusillés, à approuver la décision modificative numéro 1 pour le budget de la commune, à approuver la décision modificative numéro 1 pour le budget annexe de l'eau, à approuver la décision modificative numéro 1 pour le budget annexe de l'assainissement collectif, à décider l'exonération de taxes foncières sur les propriétés bâties acquis et améliorées au moyen d'une aide financière de l'ANA, à demander une subvention DETR pour le hall polyvalent, à demander une subvention DETR pour le terrain de rugby, à demander une subvention DETR pour la rue Saint-Jean, DETR pour la rue Saint-Jean, rue Jean Jaurès, et adopter son soutien au maintien de la ligne ferroviaire Guéret-Felletin, et à autoriser Monsieur le maire ou son délégué à signer les documents utiles à l'exécution des présentes décisions. Bien, merci Benjamin. Y a-t-il des observations sur le compte rendu? Pas d'observation? Non. Je me vote. Donc y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Le point suivant, engagement partenarial entre la commune, le Centre communal d'action sociale et la DGFiP. Donc dans le cadre de la modernisation de la gestion publique locale et de l'amélioration de la qualité des comptes, la commune d'Aubusson, le service de gestion comptable d'Aubusson et les conseillers aux décideurs locaux souhaitent s'engager dans une démarche volontariste visant à accroître l'efficacité des circuits comptables et financiers et de services rendus aux usages et à renforcer la coopération de nos services. L'engagement partenarial est un cadre qui est désigné par l'ensemble, qui est signé par l'ensemble des partenaires, et sa mise en œuvre est l'occasion de formaliser cette démarche constituée de fiches actions et d'un tableau de suivi. Pour ce faire, pour vous expliquer ce qu'il en est, je vais passer la parole à Grégory Ferringant, notre conseiller aux décideurs locaux. Je vous passe la parole. Je vous remercie, Monsieur le maire. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Donc je suis effectivement Grégory Ferringant, conseiller aux décideurs locaux. Donc concrètement, je suis en soutien de la collectivité pour toutes les questions financières et fiscales. Donc avant, on va dire, vous aviez le trésorier qui officiait en cette fonction. Et depuis 2020, la fonction de comptable a été scindée en deux. Donc d'un côté, vous avez le comptable du service de gestion comptable, donc Madame Drou, et toutes les missions de conseil en fait qui sont dédiées à un interlocuteur privilégié, donc en l'occurrence pour Aubusson et pour le PCI Creuse Grand Sud, donc moi-même. Le principe de l'engagement partenarial, en fait, c'est suite aux restructurations, notamment du personnel que la commune d'Aubusson a eu à faire face. Je suis intervenu à plusieurs reprises l'an dernier, fin d'année surtout, pour aider un petit peu les services. Et je vais reprendre les termes de Madame Mariette, me disait qu'effectivement, est-ce qu'on ne pourrait pas matérialiser ou formaliser du coup cette aide au travers d'un engagement. Et justement, la DDFiP propose aux collectivités de signer des engagements partenariaux. Alors l'engagement partenarial, c'est concrétiser, matérialiser de façon écrite des axes, définir, on va dire, des axes de travail et de définir les objectifs
mesurables et atteignables. Donc il existe un certain nombre de fiches d'action qui sont réglementées. Hein. Et parmi ces fiches d'action, bien du coup, avant de proposer cet engagement partenarial, on a listé un petit peu les différentes actions qu'on pouvait retenir. Parce que l'idée, c'est effectivement de ne pas partir sur un engagement partenarial démesuré. L'idée, c'est quand même de pouvoir atteindre les objectifs qui sont fixés sur une durée de 3 ans. Donc aujourd'hui, l'engagement partenarial qui est donc présenté, qui sera donc signé le 20 novembre, nous avons donc conjointement décidé de retenir un certain nombre d'actions, des actions qui s'articulent autour de 4 axes. Donc là, l'idée ce soir, c'est de ne pas relire tous les axes et rentrer dans le détail, puisqu'après on arrive sur l'aspect aussi technique. Hein, donc là, ça va être... voilà, vous avez le document écrit. De toute façon, quand il sera signé, c'est la version définitive et validée que vous aurez en accès libre. Hein. Donc là, l'idée ce soir, c'est de reprendre, on va dire de façon rapide, les fiches et les axes qui ont été retenus. Donc au niveau de cet engagement, nous avons retenu 4 axes. Dans le premier axe, hein, s'articule autour de la chaîne des dépenses et qui consiste en fait à optimiser cette chaîne des dépenses, donc l'émission des mandats de dépenses. Donc ça, c'est toutes les factures que vous recevez qui sont visées au niveau du service de gestion comptable. Donc l'idée, c'est d'avoir un formalisme et une régularité de ces dépenses pour que vos fournisseurs soient payés en temps et en heure. C'est ce qu'on appelle le délai global de paiement pour les collectivités qui est fixé à 30 jours. Votre fournisseur, il vous envoie une facture, vous avez 30 jours pour le payer. L'idée, c'est que quand la facture arrive et que le mandat est émis, si tout est correct et rapidement mis en œuvre, votre fournisseur, il sera payé dans les délais. Donc l'idée, c'est de travailler sur cette optimisation de la chaîne d'émission des mandats pour gagner en termes de délai global de paiement. Et si la fiabilité de vos mandats qui seront donc émis, les mandats administratifs qui sont émis, plus vous allez avoir une régularité et une fiabilité de ces documents-là, plus vite vos fournisseurs seront payés. Il faut savoir que si une dépense en fait n'est pas réglementaire, elle est rejetée par le service de gestion comptable, elle revient en mairie, la mairie est obligée d'analyser l'anomalie, de la corriger, de renvoyer, et donc la facture en fait fait des allers-retours, mais elle n'est pas payée. Donc dans cet axe-là, le premier point, c'est fiabiliser cette chaîne de dépenses. Dans cet axe-là, toujours sur les dépenses, on va aussi mettre l'accent sur les marchés publics. Aujourd'hui, les marchés publics font l'objet d'un dépôt en fait, et d'une demande sur des plateformes dématérialisées. L'idée, c'est de faciliter son exécution. Donc, sans rentrer dans le détail, aujourd'hui, quand vous passez un marché public, vous allez sur une plateforme informatique, vous déposez votre offre et ensuite les offres en fait, des entreprises arrivent sur cette plateforme-là et tout arrive de façon dématérialisée. L'idée, c'est que cette dématérialisation native, on puisse la transmettre à votre service de compta pour que lui puisse transmettre aussi ces documents-là au niveau du service de gestion comptable, tout en respectant cette chaîne de dématérialisation. Concrètement, les documents arrivent de façon dématérialisée sur la plateforme. L'idée, c'est pas de tout réimprimer en mairie pour ressortir les actes d'engagement, etc., pour les redématérialiser, pour ensuite les envoyer au service de gestion comptable, qui eux vont devoir les enregistrer de façon manuelle. Voilà, là encore, on retrouve, parce que du coup, si ça n'est pas respecté, on arrive au premier point que j'évoquais tout à l'heure, c'est le délai global de paiement, c'est-à-dire que plus la chaîne va être longue et moins rapidement seront payés vos fournisseurs. Donc là, aussi bien que ce soit l'optimisation de la chaîne des dépenses, mais des marchés publics, l'idée c'est vraiment favoriser et améliorer cette circulation de l'information pour que vos fournisseurs soient payés le plus rapidement possible. Ça c'est le premier axe. L'axe numéro 2, donc comme la chaîne de dépenses, eh bien, on a la même chose du côté des recettes. Donc ça c'est toutes les factures que vous envoyez pour des redevables et qui doivent être payées et réglées. Donc là, l'idée, c'est de travailler vraiment sur la qualité de ce qu'on appelle des tiers, donc sur les redevables, concrètement. Quelqu'un qui vous doit une cantine, il a un nom, un prénom, une adresse, etc. L'idée, c'est d'avoir un tiers fiabilisé, c'est-à-dire un tiers, quand il part d'ici et qui arrive au niveau du service de gestion comptable, il soit facilement identifiable. S'il est facilement identifiable, ça va permettre derrière au SGC d'engager des poursuites si le redevable ne paye pas. Si la personne paye, il n'y a pas de sujet.
on n'a pas de problématique. La problématique, elle provient si le tiers est mal typé. Les poursuites, en fait, au niveau du SGC, ne peuvent pas être engagées. Pour être engagé, ça nécessite de nouveau à ce qu'une personne physiquement intervienne sur le dossier, prenne contact avec la mairie, demande des informations complémentaires. Et là, en fait, c'est la collectivité qui est pénalisée sur sa trésorerie, puisqu'une facture, un débiteur qui n'a pas payé sa facture, c'est de la trésorerie en moins pour la collectivité. Donc là, l'idée, c'est de travailler ensemble sur cette fiabilisation des tiers pour que, si jamais il y a des impayés, eh bien, du côté SGC, ils puissent engager les poursuites automatiques directement sur les redevables sans devoir reprendre contact avec la mairie et faire des recherches longues et parfois coûteuses. Aujourd'hui, effectivement, la dématérialisation et rationalisation des effectifs, notamment côté des GFIP, on peut se retrouver avec des dossiers qui peuvent parfois rester un petit peu de côté et malheureusement devoir admettre des non-valeurs qui ne font jamais trop plaisir aux ordonnateurs. Donc, sur la chaîne des recettes, c'est vraiment travailler sur cette fiabilisation des tiers pour que derrière, voilà, les redevables payent le plus rapidement possible et que vous ayez le moins, on va dire, d'admission en non-valeur à devoir passer en conseil, puisqu'une admission en non-valeur, en fait, c'est que la commune va se substituer au redevable pour payer sa dette, parce qu'en fait, le SGC n'a pas réussi à recouvrer les fonds. Et souvent parce qu'un tiers n'est pas correctement typé. Donc, juste par parenthèse, en fait, c'est quand le tiers il est créé, parce qu'il est créé au niveau de la collectivité, quand il est envoyé par flux informatique au niveau du SGC, la première chose que fait notre application, c'est qu'elle envoie ce tiers en reconnaissance auprès du centre des impôts. Donc concrètement, si vous avez un tiers Ferringant Grégory qui est très bien typé et qui est envoyé au SGC, la première chose que notre logiciel va faire, il va envoyer ce tiers-là au niveau du centre des impôts pour voir si au niveau du centre des impôts, Grégory Ferringant, il est connu. Et s'il est connu, eh bien Grégory Ferringant, il revient fiabilisé dans la base du SGC avec une adresse fiabilisée, bien sûr, mais surtout un compte bancaire et un employeur. Ce qui veut dire que derrière, si le redevable clairement identifié et reconnu ne paye pas, automatiquement au niveau du SGC, il va y avoir des saisies qui seront enclenchées. Si Ferringant Grégory est mal typé, il arrive au niveau du SGC et le tiers n'est pas envoyé en reconnaissance, il n'est pas reconnu, il revient sans compte bancaire, sans employeur, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de poursuite. Donc là, ça veut dire que quelqu'un au niveau du SGC, quelqu'un de physiquement présent, épluche votre état d'adresse, s'aperçoivent que Ferringant Grégory n'a pas payé et fasse les démarches pour essayer de trouver des informations. Donc là, voilà. Donc ça, c'est vraiment l'idée de fiabiliser mes tiers par rapport à ça. Et au niveau de la chaîne des recettes, on va mettre aussi un petit peu l'accent sur vos régies. Vous avez des régies au niveau notamment du camping. L'idée, c'est de vraiment fiabiliser et d'optimiser la tenue des régies. Là, c'est de l'argent public qui est tenu par un agent de la collectivité. Donc là, notre objectif, nous, alors, outre le vôtre en tant qu'ordonnateur, qui est de vérifier aussi la tenue correcte de la régie, comme cette personne manie des fonds publics, elle est aussi contrôlée par Madame Dro, qui est un comptable public. Donc l'idée, c'est que cette régie, on lui donne les outils et l'information nécessaire pour qu'elle puisse mener à bien cette mission. Donc voilà pour l'axe 2. Un axe 3 que nous avons retenu qui permet en fait la meilleure lisibilité aux décideurs, donc vous, ordonnateurs, en renforçant la fiabilité des comptes. Donc là, le premier travail, et qui a déjà été entamé l'année dernière, c'est la fiabilisation de votre inventaire. C'est-à-dire que, comptablement, on va identifier tout ce qui vous appartient. Donc, et là, concrètement, en fait, tout votre patrimoine immobilier, il est enregistré comptablement. L'idée, c'est de faire un comparatif entre ce qui a été enregistré en comptabilité et ce que vous avez réellement dans la vie, on va dire. Ce travail-là, c'est un travail de longue haleine. On travaille dessus depuis presque un an. Je peux confirmer qu'on a bien avancé et qu'on est en passe de vous fournir un état d'actifs totalement fiabilisé. C'est-à-dire que ça vous permet d'avoir une lecture de votre patrimoine et de savoir exactement ce qui vous appartient. Et derrière, ça permet aussi à l'ordonnateur, à monsieur le maire, si jamais il y a une politique d'investissement, avoir un œil dessus pour savoir un petit peu si les véhicules sont vieillissants, est-ce qu'il va être temps de les changer ou pas,
Est-ce qu'on a des immeubles, dans quel état ils sont? Est-ce que tous les immeubles répertoriés, ils nous appartiennent bien? Est-ce qu'on peut en vendre, pas en vendre, etc. Donc ce document-là, il est important par rapport à ça, notamment pour les prises de décision en matière de budget. Voilà, si à la lecture de votre document, vous apercevez que vous avez des véhicules vieillissants, il sera peut-être temps de prévoir leur changement. Et tout ça, ça se prévoit un petit peu à l'avance, ça se prévoit. Dans cet axe 3, toujours sur une question, on va dire, de fiabilité des comptes, on a ce qu'on appelle le niveau de qualité comptable. Alors ça, c'est un peu plus abstrait pour vous. La qualité comptable, en fait, c'est si vous respectez, en tant que collectivité, toutes les obligations comptables qui s'imposent à la collectivité. Donc là, on est sur un peu plus technique, mais vous avez ce qu'on appelle une note. En fait, savoir si la collectivité dispose d'une qualité comptable, c'est ce que recherche la Cour des comptes, et ce qu'on appelle aussi certification, peut-être des comptes de l'État, vous en avez peut-être entendu parler. La certification, en fait, des comptes publics, elle passe par cette qualité comptable. Donc, plus la note, on va dire, est bonne, plus vous aurez la possibilité, éventuellement, si jamais ça arrive, d'avoir vos comptes certifiés. Si la note est dégradée, il faut qu'on regarde pourquoi elle est dégradée et qu'on intervienne sur les points qui posent problème. Donc là, concrètement, ça peut être votre collectivité, par exemple, au Busson, vous pratiquez les amortissements. Vous êtes obligé de pratiquer les amortissements. Ce qu'on va regarder, c'est que si vous les avez bien enregistrés et s'ils ont été enregistrés de façon, on va dire, correcte. Collectivité qui doit amortir mais qui ne les pratique pas, elle aura une dégradation de sa note. Donc là-dessus, on travaille. La note d'Aubusson est plutôt bonne. Donc on va continuer à travailler là-dessus pour encore l'améliorer. Donc voilà pour l'axe 3. Et pour l'axe 4, l'idée, c'est de développer l'expertise comptable, fiscale et financière. Donc là derrière, en fait, c'est en tant que DDFiP, avec le conseiller, on a la possibilité de vous informer et de vous conseiller en matière de fiscalité directe locale. Donc notamment quand la prise de décision doit être faite au moment du vote du budget, savoir est-ce qu'on bouge ou pas les taux, est-ce qu'il faut les augmenter. Donc là-dessus, on a ce rôle de conseil où on peut vous faire des simulations et vous accompagner sur ces fameuses règles de lien. Puisqu'il faut savoir que vos taux, vous ne pouvez pas les bouger comme vous le souhaitez, que chaque taux, en fait, est lié. Donc là-dessus, il y a cet accompagnement qui peut être fait à la demande de la collectivité. Et ensuite, la possibilité, à terme de cet engagement partenarial, de pourquoi pas réaliser une analyse financière. L'analyse financière qui, en fait, repose sur 5 années, en fait. Et sur les 5 ans, on voit un petit peu l'évolution de la situation financière de la collectivité. Donc là, l'engagement partenarial, souvent se conclut avec une analyse financière, puisque normalement, le but, justement, c'est d'avoir travaillé en partenariat pour améliorer aussi bien l'aspect financier de la collectivité, mais sa qualité comptable. Et au travers de l'analyse financière, on doit pouvoir retrouver ses effets. Et à minima, on a la possibilité de vous fournir toutes les années ce qu'on appelle des fiches financières et fiscales qui vous permettent de savoir et de pouvoir vous situer un petit peu par rapport aux autres collectivités, savoir si vos dépenses de fonctionnement sont plus ou moins élevées que les autres, les recettes fiscales, etc. Donc là-dessus, vous êtes comparé dans un modèle économique par rapport à des collectivités de votre taille. Ça vous permet de vous... Alors, toute mesure, parce qu'en fait, vous ne pouvez pas forcément comparer d'une commune à une autre, même si vous êtes dans la même strate. Si vous n'avez pas les mêmes charges de centralité, vous allez avoir, au niveau de la comparaison, des différences qu'il faut tempérer et faire attention à ça. Donc voilà au niveau des 4 axes qui sont retenus. L'engagement partenarial qui va être signé rentre dans le détail, puisqu'en fait les axes retenus, on a un objectif, mais surtout on détermine ce qui va devoir être fait par la collectivité et par le comptable. Et c'est ce qui justement a été recensé au niveau des actions des uns et des autres, qui sera au travers des fiches actions vérifié et validé ou pas par le tableau de suivi. Et en fait, c'est ce tableau de suivi qui nous permettra de savoir si chacun de notre côté et ensemble, nous avons réussi à mener à bien cet engagement et à régler ces actions.
Voilà, je Bon, pense je crois qu'on a été complet. Merci beaucoup, Grégory. Avez-vous des questions à ce sujet-là? Oui, Jean-Luc Léger. Oui, bonsoir. Est-ce que l'analyse financière est un document public? Oui. C'est l'idée, au même titre que l'engagement partenarial. Alors l'engagement partenarial que vous avez, vous, sous les yeux, c'est le projet sur lequel nous avons travaillé. La version définitive est approximativement la même, hein. Et donc sera signée, et là sera effectivement public puisque signé par Monsieur le maire. Ensuite, pour les analyses financières, c'est la même chose. L'analyse financière, en fait, quand elle est présentée ou pas en conseil municipal, en tous les cas, quand elle est transmise à l'ordonnateur, elle fait l'objet d'une validation par la DDFIP. D'accord, et c'est un document qui peut être communiqué au conseil municipal sans... Complètement. Et plus de toute façon, après, oui. Devient public, tout à fait. Avez-vous d'autres questions? Oui, j'en ai d'autres questions. Et vous avez évoqué la note là, de niveau de qualité comptable. Est-ce que un jour cette note peut être prise en compte pour, alors je ne sais pas, une négociation financière d'une collectivité vis-à-vis d'une banque Pour la notation. Oui, parce qu'évidemment on pense tous au triple A, etc., au taux d'intérêt qui incombe à la notation. Non, je ne pense pas que ce soit un élément déterminant sur le sujet, non. Non, c'est vraiment un critère de qualité, enfin La tenue des comptes, c'est ça, oui. ouais. Donc voilà, vous pouvez très bien avoir une très bonne note, 100%, mais si votre collectivité est surendettée ou ne peut pas emprunter, la banque ne vous prêtera pas de l'argent parce que vous avez 100%. Elle va surtout vous prêter de l'argent si vous êtes en capacité de pouvoir rembourser vos emprunts. Avez-vous d'autres questions? Non? Oui, bien, je vais prendre un micro. Moi, j'ai juste... Je sais pas si ça marche. Non. Il faut appuyer là-dessus. Si, il faut appuyer le bouton. Oui, c'est un engagement partenarial, donc il y a deux parties. Et donc je ne comprends pas très bien quel est l'engagement de la commune par rapport à vous. Alors, parce que justement, alors on n'est pas entré dans le détail, mais dans les fiches actions qui sont retenues, la commune va avoir des choses à faire. D'accord. Alors, en réalité, c'est juste une sorte d'engagement moral de bien faire le travail, quoi. Ben, c'est ça. C'est tout simplement ça. Voilà. D'accord. Et bien faire le travail moralement, ça va se traduire derrière par un impact, comme je disais tout à l'heure, sur la chaîne des dépenses, sur l'amélioration du délai global de paiement. Donc vos fournisseurs seront payés plus rapidement, D'accord. par exemple. Et après, dans l'engagement, effectivement, chacun s'engage sur quelque chose. Donc là, l'axe, on retrouve après, dans l'engagement partenarial, les objectifs de l'axe, et ensuite, comment on va atteindre l'objectif. Et comment on va atteindre l'objectif? Donc du côté SGC, ce que eux vont mettre en place pour pouvoir atteindre cet objectif, et vous, de votre côté, ce qu'il va falloir mettre en place pour atteindre cet objectif. Donc il n'y a pas de coût particulier pour la collectivité spécifique. Aucun. Non. Alors là-dessus, oui, non. C'est vraiment, c'est ça, un engagement moral. C'est vraiment un travail en fait qui se fait en partenariat en fait. Là, clairement, sur l'efficacité des procédures pour optimiser les chaînes de dépenses et les chaînes de recettes, c'est un travail qui va se faire avec nos agents en fait, pour leur montrer les nouvelles procédures et ce que vous avez expliqué, M. Ferragard, que les documents soient bien remplis initialement pour qu'effectivement après la chaîne se fasse de façon correcte et qu'on optimise donc le service en fait. Voilà, qu'on n'ait pas après ensuite comme vous l'avez très bien expliqué, que des mois et des mois de retard sur le traitement d'une information parce que ça a été mal au début, ça a été mal saisi. Voilà, en fait ce travail-là il va se faire donc effectivement en collaboration avec les agents de la commune. Et je tiens aussi, je l'ai dit, je prends en préambule, mais c'est une démarche volontariste, hein, c'est-à-dire que on n'est pas puni, c'est pas une punition, c'est vraiment la commune qui est volontaire pour suivre, pour faire ce partenariat, cet engagement. Voilà. C'est même étonnant que ce ne soit pas une obligation pour tout le monde. C'est ça qui est un peu effarant, je trouve. Non? Oui, mais chacun après est libre de s'en informer. Hein. C'est un dispositif qui est ouvert, j'imagine, à toutes les communes. Et donc, libre aux communes ou même aux EPCI, j'imagine, d'être accompagné de cette façon-là. On a fait ce choix-là pour être complètement transparent sur. Oui, tu voulais ajouter quelque chose? Je crois que, il me semble que Creusement Sud avait également signé un engagement partenarial aussi
avec toi. Il faut voir que bon, c'est vrai que c'est un engagement sur plusieurs années qui vont se traduire tous les ans aussi par un état des lieux de ce qui a pu être fait et de ce qui reste aussi à faire. Et c'est vrai que par rapport à ce que tu disais Jean-Luc sur le fait qu'une banque pourrait regarder ses documents et regarder notamment la note pour accorder un emprunt, non, elles ne le font pas. Elles vont regarder avant tout le taux d'endettement. Mais c'est vrai que si par exemple la commune ne pratiquait pas l'amortissement, ne faisait pas de provision, ce que nous on fait déjà, clairement ils ne le regardent pas. Pour eux ça n'a pas d'impact. Donc le principe c'est vraiment de travailler en commun. En partenariat, effectivement, Grégory est venu très régulièrement dans les services de la mairie pour travailler, et notamment sur l'actif, sur l'inventaire. Et puis oui, il y a des états des lieux qui sont faits tous les ans. Alors, qui ne seront pas forcément formalisés, mais c'est vrai qu'il y a la tâche qui est régulière entre le CDL et les services comptabilité de la mairie. Et donc, on avance petit à petit. Il y a toujours des choses à faire et on peut toujours mieux faire. Et on aura même... Quand on aura terminé cet engagement partenarial, on trouvera toujours encore des axes d'amélioration, mais clairement, on part dans un vrai bon sens aussi là-dessus, avec cette formalisation et cet état des lieux qui sera fait de façon régulière. Bien, merci Jean-Pierre. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Non. Je vous mets au vote. Donc, il vous est proposé donc d'approuver l'engagement partenarial joint en annexe et de m'autoriser donc à le signer. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Le point suivant. Oui, alors monsieur Grégory, Ferringant, je vous libère si vous souhaitez partir. Vous pouvez, je vous remercie beaucoup de cet éclairage, de votre éclairage. Merci bien. Bonne soirée à vous. Le point suivant, donc embellir notre commun. Je vais passer la parole à Jean-Pierre Perrier. Alors, le 4 mars 2024, l'Association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie a présenté à la commune un projet qu'ils ont appelé « Embellir notre commun ». Il est mené en partenariat avec le cinéma d'Aubusson, le lycée des métiers et du bâtiment, Madame Manoucha Nadian, artiste plasticienne. Après différents échanges avec la commune et l'architecte des bâtiments de France sur les modalités de mise en œuvre, le projet est validé par l'ensemble des parties. Le budget de ce projet s'élève à 6 233 €. Il est subventionné en partie par l'ARS, la DRAC et la région. La participation de la commune se limite à un soutien logistique et à l'acquisition de matières premières pour les travaux, pour un montant total de 500 €. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver le projet Embellir le commun et d'autoriser monsieur le maire et son représentant à signer la convention cadre. Y a-t-il des questions? Pour avoir regardé le budget, j'ai vu qu'il manquait 673 € de mémoire pour que tout soit bouclé. Comment ça va? Est-ce qu'ils vont réussir à trouver ces sous qui manquent? Oui, a priori, oui. Il y a d'autres partenaires qui ne sont pas dans le budget, mais qui vont a priori s'ajouter. Voilà. Est-ce qu'on peut se poser la question si ce... Non, ça ne met pas en cause. Ouais. Non, il n'y aura pas de difficulté. C'est un projet qui, vous avez eu le temps de voir, donc d'embellir le commun, en fait, c'était, tu as très bien dit Jean-Pierre, un partenariat notamment, enfin, surtout, ce projet-là, il émane de l'IME. Donc l'idée de faire travailler ces jeunes autour de l'art et surtout il y a un esprit d'inclusion en faisant ce projet-là et du coup d'exposer donc leurs œuvres et leur savoir-faire donc à l'entrée du cinéma. Voilà. Avez-vous des questions? C'est pas une question, c'est une réflexion. C'est un peu dans le même esprit que la fresque qui a été faite à l'EHPAD du Mont, dans la salle de la promenade. C'est ça. Ouais. Voilà, c'est sur un support, c'est une bâche fixée sur un encadrement en bois qui est fixé contre le mur. Ah, c'est une bâche. Oui, alors effectivement, on a vu avec l'ABF, l'architecte des bâtiments de France, ils n'ont pas eu l'autorisation, et ça se comprend, de peindre directement sur le mur. Donc effectivement, les œuvres vont être réalisées sur des supports en bois, enfin sur des bâches, puis tendues sur des supports en bois, qui eux-mêmes seront fixés sur les murs. Voilà. L'EMB intervient également, donc c'est vraiment un partenariat on a l'IME, le MB, le cinéma de Colbert, la commune d'Aubusson,
les artistes, les élèves. Donc l'EMB, eux, ils vont rectifier l'entrée, en fait, rendre étanche. Ils vont intervenir sur l'aspect, enfin, le support, en fait, en lui-même, et l'étanchification de la petite casquette qui est au-dessus de l'entrée. Voilà. Et l'arrière, où il y a déjà plein de graffitis, ça sera tout nettoyé? Non, ça par contre, non. Enfin, ça c'est un autre sujet. C'est pas dans ce cadre-là. Non, non. Alors effectivement, le projet On le voit là initial... derrière, c'est pour ça dans les photos on les voit. Oui, parce que le projet initial, il devait investir un peu toutes les marches, là, et ça a été refusé par l'ABF. Un, parce que le bâtiment est classé. Et deux, il y a des murs qui ne nous appartiennent pas. Voilà. Donc non, ça se limite vraiment qu'au porche d'entrée du cinéma. Voilà. Et justement, tous ces graphes, est-ce qu'ils seront nettoyés? Ben, il faudra qu'ils le soient, bien évidemment. Ouais. C'est un coût. Ben, Ouais. On les nettoie régulièrement, ils sont... Ouais, voilà. On en a d'autres ailleurs. On nettoie là aussi régulièrement, je pense. Tout dernièrement, les toilettes de la gare routière, qui sont régulièrement dégradées. Oui, enfin, ouais, bon. Ça, c'est un vrai sujet. C'est un autre sujet. Il y a d'autres lieux qui seront agrémentés. Pour l'instant, Je vois Le gymnase et Océatis. pour l'instant, ce projet-là, enfin, la première étape du projet, c'est celle-ci. On verra ce qu'il en sera plus tard. Pour l'instant, voilà, on est vraiment sur l'entrée du cinéma. On voit comment ça se passe. Il y aura un bilan qui sera fait en juin 2025 et on verra les suites à donner, enfin comment ça peut évoluer ou pas. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Y a-t-il des abstentions, des oppositions adoptées? Je vous remercie. Merci Jean-Pierre. Le point suivant, protocole d'achèvement du contrat de délégation de service public eau et assainissement. Donc vous avez les deux produits. Vous expliquez ce que c'est exactement. Vous savez qu'on a renouvelé donc la DSP là, en juillet 2024. Il y avait donc un contrat, il y avait une DSP qui s'est donc clôturée en juin 2024. Et donc là, c'est un peu un quitus de ce contrat-là. Donc il vous est donc demandé donc, d'approuver le protocole de fin de contrat du contrat d'affermage du 29 juin 2017 pour l'exploitation par affermage du service d'eau potable entre la commune d'Aubusson et la compagnie des eaux et de l'ozone, d'approuver le protocole de fin de contrat d'affermage du 29 juin 2017 pour l'exploitation par affermage du service d'assainissement collectif entre la commune d'Aubusson et la compagnie des eaux et de l'ozone. Vous avez en pièces jointes les deux protocoles de fin de contrat. Avez-vous des questions sur ces protocoles? Pas de questions? Non? Je mets au vote? Alors allons-y. Donc il vous est demandé d'approuver le je l'ai déjà dit en fait. Donc y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Adopté. Je vous remercie. On reste sur l'eau et sur l'assainissement. Un avenant, donc je vous l'ai dit, donc le 3 juin 2024, on a approuvé le choix de l'entreprise Veolia en tant que concessionnaire du service public d'eau potable et d'assainissement. L'ensemble du contrat et des pièces relatives à la procédure ont été transmises à la préfecture au titre du contrôle de légalité. Par courrier en date du 17 septembre 2024, Madame la préfète de la Creuse a adressé un courrier à la commune valant recours gracieux pour souligner l'absence d'une clause contractuelle portant sur le respect des principes de la République. Il convient donc d'ajouter ces éléments au contrat par voie d'avenant qui doit être approuvé par le conseil municipal. Le projet d'avenant joint en annexe est sans incidence financière. Vous en dire quand même un petit mot. Donc, cet avenant, donc il y aura un article qui s'appellera 10.1 qui s'appellera donc respect des principes d'égalité, de neutralité et de laïcité du concessionnaire. Le concessionnaire donc, doit prendre les mesures nécessaires permettant d'assurer l'égalité des usagers vis-à-vis du service public, de respecter les principes de laïcité et de neutralité dans le cadre de l'exécution de ces services. Il y a d'autres termes qui sont... je vais vous épargner la lecture complète de l'avenant. Avez-vous des questions sur cet avenant? C'est nouveau ce genre de compte? Non, c'est nouveau. Ça date du 24 août 2021. Ouais. Ouais. Donc ça n'existait pas effectivement dans le précédent contrat, là ça existe dans ce contrat-là. Voilà. On parle de laïcité. Pas de questions? Non, oui, j'en ai. Oui,
Ça rappelle un petit peu le contrat d'engagement que les associations doivent signer pour obtenir certaines subventions d'État. Suivez mon regard, on a eu le débat en communauté de communes, on ne va pas le refaire il y a environ 1 an et demi, à la suite donc de la suppression de certaines subventions de la part de l'État vis-à-vis de certaines associations qu'on connaît bien. Tout à fait. D'autres marques, non, pas d'autres marques, donc je mets ça au vote. Et donc, il vous est proposé donc d'approuver le projet d'avenant numéro 1 annexé, de m'autoriser à signer l'avenant numéro 1 au contrat de concession des services publics de l'eau potable et de l'assainissement collectif, afin de se conformer aux obligations nées de la loi numéro 2021-1109 du 25 août 2021, en matière de respect des principes de laïcité et neutralité des services publics, de dire que le montant total du marché est inchangé. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. On reste sur l'eau. Il vous est demandé donc d'approuver, de fixer les tarifs de l'eau pour l'année 2024. Alors, en effet, pour rappel, la commune donc, a signé un nouveau contrat de délégation de service public en 2024. Ce nouveau contrat prévoit l'achat d'eau au SIAP de la Roseille directement par la commune et non plus par le délégataire. Il convient donc que le conseil municipal se prononce sur la redevance eau potable et assainissement facturée à l'usager à compter du 1er juillet 2024. Pour mémoire, la facture de l'usager comprend une partie eau potable et une partie assainissement. La partie eau potable est décomposée en une part fixe et correspond à l'abonnement du service et une part variable. De même pour la part pour l'assainissement. Pour rappel, au 1er janvier 2024, les tarifs de l'eau sont établis comme suit. L'eau potable, donc la part fixe communale, était de 48 € hors taxe par an par abonnement. La partie variable communale était de 40 centimes hors taxe par mètre cube. Ouais. Ce qui n'est pas mentionné quand même dans ce document, et c'est important pour la lecture et pour la suite, parce que j'attends vos questions et vos interrogations, c'est que sur la part variable communale, s'ajoute également la part de Veolia, qui n'est pas sur ce document-là, qui était quand même de 2,17 €, ce qui nous faisait un prix de l'eau à 2,57 € pour 2024. Sur le côté redevance assainissement, il y a la part fixe communale à 44,90 € hors taxe d'abonnement, la part variable communale à 70 centimes hors taxe par mètre cube. Donc je vous propose de voter un tarif calculé pour maintenir le service rendu à l'usager et un niveau d'investissement rendu nécessaire au vu des résultats du schéma directeur d'eau potable et d'assainissement collectif. Donc on a fait les savants calculs et on arrive à la proposition suivante. Il vous est proposé donc de fixer le prix de l'eau potable au titre de l'année 2024 comme suit. La part fixe communale à 70 € hors taxe par an par abonnement et la part variable communale à 1,32 € hors taxe par mètre cube. Rappelez-vous, tout à l'heure, je vous ai dit que la part de Veolia était de 2,17 €. Aujourd'hui, sur le nouveau contrat, elle n'est plus que de 1,05 €, parce qu'effectivement, ils ne refacturent pas l'eau qu'ils achetaient, eux, au SIAP de l'Ordée, vu que c'est nous qui l'achetons. Ce qui nous fait donc un prix de l'eau à 2,37 € contre 2,57 € au 1er janvier 2024, pour être très clair. Voilà. Côté assainissement, la part fixe communale à 80 € hors taxe par an par abonnement, et la part variable communale à 65 centimes hors taxe par mètre cube. Voilà. Vous avez un petit tableau, une projection de l'impact des tarifs proposés sur une base de consommation annuelle de 120 mètres cubes pour vous donner justement qu'est-ce que ça va donner comme augmentation. En fait, on se rend compte qu'en mettant ça dans un tableau, en transposant ça dans une facture de 120 mètres cubes, ça fait pas grand-chose en fait. Le prix global de l'eau potable en hors taxe en janvier 2024, donc sur une facture de 120 mètres cubes, ça faisait 395,85 €. Au 1er juillet 2024, ça fera 398,36 €, soit une augmentation de 2,50 € pour l'année, donc 20 centimes par mois. Voilà. Pour l'eau, en ce qui concerne l'eau. C'est un peu plus élevé pour l'assainissement. On était à 348 € au 1er janvier 2024. On va passer à 382,40 €, soit une augmentation de 34 € par an, soit une augmentation de 2,87 € par mois, pour ce qui concerne l'assainissement. Voilà.
Je crois que je vous ai tout dit. Avez-vous des questions? Donc tu as répondu à la question qu'on s'apprêtait à... Oui, non mais... On voilà, ne je met pas me suis- d'opti là dans le calcul. Non, c'est important effectivement d'avoir l'entièreté des éléments. Hein, quand on a effectivement le tarif, en fait, bon, on voit qu'en fait il n'y a pas beaucoup de différence. Hein. C'est 21 centimes par mois sur le prix de l'eau. 3 euros au total. Voilà, 3 euros au total. Donc c'est, voilà, autant dire que c'est peanuts, quoi. Voilà. Juste pour parler quand même des schémas directeurs. Le schéma directeur sur l'eau potable, et ça y est, il est fini. On pourra vous le transmettre si ça, pour ceux que ça intéresse. Ceci dit, c'est public, hein, donc on vous l'enverra. Que dit ce schéma directeur? Il fait, je ne sais plus combien de pages, 80 pages, quoi. Donc je vais juste vous dire qu'en fait, c'est pour ça qu'on maintient les tarifs pour 2024, pour juillet 2024, au tarif de janvier 2024. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même des gros investissements encore à poursuivre sur l'alimentation en eau potable. On est sur 2 millions d'euros de schéma directeur sur 10 ans. Voilà, en 10 ans, il faut, pour maintenir notre réseau d'eau dans une situation acceptable, enfin correcte, il faut investir à peu près 2 millions d'euros sur les 10 prochaines années. Voilà. Concernant le schéma directeur sur l'assainissement, il est toujours en cours et j'ai bon espoir qu'en printemps 2025, on ait enfin que ce schéma directeur sorte. Voilà. On a eu des bonnes pluies, ce qui fait qu'ils ont pu faire de bons relevés. C'est ça qu'en fait, hein, il faut avoir vraiment des niveaux très hauts et des niveaux très bas pour avoir un schéma, enfin, notamment sur l'assainissement, pour avoir un schéma directeur fiable. Donc on a bien fait d'attendre, vu qu'on a eu des moments bien pluvieux. Donc voilà, donc a priori, on a bon espoir que le schéma directeur sur l'assainissement sorte pour le printemps 2025. Voilà. Avez-vous des questions sur les tarifs d'eau et d'assainissement pour 2024? Pas de questions? Eh bien, je mets donc au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. On fait le même exercice pour le tarif de l'eau 2025, si ce n'est que c'est plus simple, on garde le même tarif pour 2025. Voilà, je ne vous refais pas le déroulé. Ce sont les mêmes tarifs, donc 70 € hors taxe par an pour l'abonnement pour l'eau, la part variable 1,32 € hors taxe le mètre cube, pour l'assainissement 80 € hors taxe par an concernant l'abonnement et 65 centimes hors taxe par mètre cube concernant l'assainissement. Donc on est sur les mêmes tarifs pour 2025. Des questions? Non? Là aussi, hein, ces tarifs-là ont été calculés par rapport, là aussi, ce que nous disait le schéma directeur, le diagnostic en tout cas sur le réseau d'eau, et ce qui nous amène à maintenir les tarifs en fait qu'on a aujourd'hui. Voilà. Donc pas de changement pour 2025. Oui, prends une question Prends un micro parce que bien marche plus. Je m'excuse de la naïveté de ma question, mais ces calculs, c'est qui les fait? C'est Veolia? On est nombreux à les faire. En fait, il y a un cabinet qui nous accompagne, le cabinet Espelia. Il y a Veolia qui est autour de la table, il y a nous qui sommes autour de la table. On en a discuté en commission travaux, je crois que tu étais là, Michel. Voilà. On a été plusieurs, les élus aussi, et voilà, on arrive à ces calculs-là. Voilà. Ils sont faits dans le bon sens. Hein. Voilà. Comme je le disais, pour maintenir un service, après on pourrait décider effectivement d'avoir un coût des services moins cher, mais ça serait au détriment de la qualité du service. Puis effectivement, on pourrait décider de ne pas investir, parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est, vous avez vu la part fixe communale, il y a deux parts. Hein. La part fixe communale, elle couvre les investissements, et la part variable couvre le fonctionnement. C'est pour ça que donc, on a une part fixe communale qui a augmenté, si vous avez bien vu. En fait, parce que l'on a des investissements à faire, que ce soit sur le réseau d'eau ou sur le réseau d'assainissement. Voilà. Avez-vous des questions? Non, mais je mets au vote donc aussi des tarifs de l'eau pour l'année 2025. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Le point suivant, bien de section, transfert d'une parcelle de bien de section au lieu-dit La Cube à la commune de Buisson. Donc, pour rappel, le 29 juin 2011, le conseil communautaire de la communauté de communes Aubusson-Felletin a pris
préciser le périmètre de déclaration d'utilité publique nécessaire au développement de la zone d'activité économique du Mont. La déclaration d'utilité publique devait permettre l'expropriation des terrains privés pour cause d'utilité publique, notamment pour l'attractivité, le maintien et la création d'emplois. Si la parcelle ZA26, d'une superficie de 350 m², faisait bien partie de la procédure de la déclaration d'utilité publique, cette dernière n'a pas été reprise dans l'ordonnance d'expropriation du juge intervenue le 17 septembre 2012 à l'issue des formalités. Donc la parcelle ZA26 est inscrite au PLU en zone à urbaniser, industrie, artisanat, commerce, bureau, services, AUI, et s'inscrit dans un projet de développement d'une surface commerciale déjà engagée par la communauté de communes Creuse-Grand Sud. À l'issue du transfert, la commune pourra donc procéder à la cession de la parcelle ZA26. Donc pour ces raisons, il convient donc de transférer à la commune, au motif d'intérêt général, attractivité, maintien et création d'emplois, la parcelle cadastrée ZA26 d'une superficie de 350 m². Voilà. Avez-vous des questions au sujet de cette délibération? Pas de questions, vous avez tout compris? Oui. Et ensuite, c'est retransférer à la communauté. Non, on vendra directement aux futurs acquéreurs, en fait. Ça sera plus direct. Justement, là, l'idée, c'est de pouvoir vendre directement aux futurs acquéreurs. C'est bien ça, Myriam. Oui. C'est un oubli. Oui, qui date. Qui date de 2011. Enfin, 2012, pardon. Ouais. C'est une erreur. En 2012, une erreur matérielle, en fait. Voilà. Oui. Mais compte tenu des compétences de la communauté de communes, en particulier aménagement de l'espace et développement économique, la commune est en droit de vendre ce terrain pour du développement économique? Oui. Non, mais c'est pas. Alors, c'est pas. Je me pose la question, il n'y a pas de. Oui. C'est un sujet, en fait, oui, en fait, on pourrait interroger. Alors, officiellement, on va interroger la Comcom, en fait, mais c'est la Comcom qui nous sollicite aussi. Enfin, voilà, donc s'il n'y a pas d'opposition de la communauté de communes, oui, on peut effectivement avoir un terrain à destination. Effectivement, c'est la communauté de communes qui porte la compétence économique, mais là, c'est à la demande de la communauté de communes qu'il faut qu'on règle ce problème-là, donc il n'y a pas d'opposition à cela. Ça représente 350 m². Ouais. Avez-vous d'autres questions au sujet de cette petite parcelle, qui était un bien de section, donc là? Pas de questions? Oui, prends un micro si tu veux. Marie-Françoise Ayez. C'est-à-dire, l'intérêt de le vendre directement au futur acquéreur va éviter de passer par un intermédiaire, à savoir la Comcom, et donc éviter d'avoir un acte supplémentaire, et donc d'accroître le coût du terrain au l'acquéreur final. Et puis du temps, surtout, je pense aussi. Oui, du temps, et puis aussi des coûts pour l'acquéreur final. Quand même son intérêt. Ouais. D'autres interventions? Pas de questions? Je mets au vote. Donc, il vous est demandé de vous prononcer favorablement sur le transfert de la parcelle ZA26 à la commune de Buisson sans indemnisation dans le cadre d'un projet d'intérêt général. De m'autoriser à signer toutes les pièces nécessaires à l'exécution de la présente décision. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. On reste dans le domaine économique. Contrat de crédit-bail immobilier, délibération de principe. Je vous expose les motifs. Donc, la Manufacture Royale de Buisson, MRA, ex-MRP. Voilà. Occupe des locaux à usage d'activité artisanale dans un bâtiment de 4700 m² situé rue de Beauce, sur les passerelles cadastrées AI 496 et BM 253. Un bail commercial d'une durée de 9 ans est en cours jusqu'au 9 février 2032. La Manufacture Royale de Buisson m'a fait part de sa volonté d'acquérir les bâtiments qu'elle occupe afin de pouvoir engager les travaux de restructuration nécessaires à la pérennité et au développement de l'entreprise, travaux que la commune ne peut pas assumer elle-même. L'entreprise souhaite également se porter acquéreur des locaux précédemment occupés par les services techniques de la commune pour du stockage. Ces locaux-là, ils étaient en continuité des locaux qu'ils occupent actuellement. MRA propose à la commune d'acquérir l'ensemble immobilier par un crédit bail pour un montant de 250 000 € TTC.
Le crédit bail est une opération de location de biens qui permet au locataire, au terme du contrat, d'acquérir le bien objet du contrat, moyennant le versement d'une prime prévue contractuellement. La prime tient compte en partie des versements effectués au titre des loyers. Le locataire ne deviendra propriétaire du bien qu'au terme du contrat à la levée de l'option. Je vous précise donc que la procédure de crédit bail est possible dès lors qu'elle reste exceptionnelle, que la cession résulte d'une urgence à réaliser des travaux d'ampleur que la commune ne souhaite pas ou ne peut pas elle-même réaliser, et que la communauté de communes ne s'oppose pas à la contractualisation d'un crédit bail. Ces trois conditions ayant été vérifiées, je vous propose de souscrire au crédit bail selon les conditions suivantes. Donc 60 mensualités de 3 333,33 € TTC chacune, un paiement mensuel d'avance et une levée d'option libératoire fixée à 50 000 €. Avez-vous des questions au sujet donc de ce crédit bail? Quel est le montant du loyer actuel? Parce que si j'ai bien compris, donc l'entreprise, la NERA, est locataire, oui. Donc verse un loyer mensuel peut-être? Oui, il verse un loyer mensuel qui est de mémoire, je crois que c'est environ 3 400 €. Je l'ai sous les yeux peut-être. C'est quasi équivalent à la mensualité. C'est à peu près la même somme. C'est à peu près la même somme. Ouais, voilà. Okay. Ouais. Je pense que la mairie n'a pas vocation à être une banque, on a dit, parce que on devient une banque. Donc c'est à titre exceptionnel en fait. Alors, bon, je comprends que vous souleviez la question. On a demandé à la préfecture, et la préfecture nous a répondu qu'à titre exceptionnel, on pouvait le faire. Pourquoi est-ce qu'on part sur un crédit bail plutôt qu'une vente, une cession directe? Parce que ça arrange MRA, effectivement. Ils vont, eux, avoir un énorme investissement à faire dans ces locaux-là, et ils ont déjà investi énormément à Crozes. Donc ils ont, je pense, une capacité, voilà. J'ai bien compris. Donc ils auraient très bien pu demander un leasing à une banque, et puis qu'on ne soit pas leur banque dans ce cas précis. Ceci dit, nous, ça nous arrange en même temps, ça nous arrange. Je veux dire, c'est... Alors si tout se passe bien, ça nous arrangera, c'est exact. Oui, ouais. Non, mais en fait, il y a MRA a un vrai besoin de réaliser des travaux d'agrandissement, de rehausser la toiture. Parce qu'ils ils ont aussi pour optique de créer 30 emplois. Enfin, voilà. Ils ont vraiment un besoin de s'agrandir. Voilà. Nous, communes, on connaît l'état du bâtiment. On n'a aucune raison à s'opposer à cela. Effectivement, c'est entre guillemets risqué, l'entreprise, on la connaît. Oui. Alors, à ce propos, donc elle a changé de nom de MRP, elle est passée à MRA. C'est qu'il y a eu un changement de directeur de... Non, en fait, la manufacture royale du MRP, du parc, a une procédure collective, et donc en fait, la société Pinton a racheté en fait les éléments de MRP en changeant de nom. Et c'est suite à une procédure collective de redressement judiciaire, liquidation judiciaire. C'est pour ça qu'il n'y a pas de... Ils auraient pu éventuellement garder le même nom, mais je pense qu'ils souhaitaient aussi intégrer le nom d'Aubusson dans le nom de leur entreprise. C'est une plus-value aussi d'avoir Aubusson dans le nom de son entreprise. Soyons clairs, cette cession, puisqu'il s'agit bien d'une cession, ça va permettre effectivement à MRA de faire aussi les travaux qu'elle souhaite, qui sont des travaux, et ce que disait Stéphane, des travaux d'ampleur qui ont un investissement assez important. Clairement, la commune d'Aubusson n'était pas en capacité de faire ces investissements et a d'autres projets à faire pour le bien de l'ensemble des administrés d'Aubusson. Donc il est très bien, et c'est très bien pour eux de pouvoir acquérir ce bâtiment et de faire en plus l'intégralité des travaux comme ils le souhaitent, pour leur servir. Dernier petit point, ça n'a rien à voir, c'est plus encore une fois une réflexion. Nous avons 2 études notariales sur Aubusson. Pourquoi ne pas prendre une de ces 2 études notariales? Effectivement, on s'adresse à un notaire qui est extérieur à Aubusson. Moi, pour tout dire, moi je suis dans la continuité. Les dossiers sont effectivement chez Maître Bagilet à Crau. Peut-être aussi pour un problème peut-être de discrétion. Enfin voilà. C'est la continuité. Voilà. Elle connaît les dossiers, en tout cas. C'est vrai que c'est un notaire qui connaît les dossiers de la commune d'Aubusson. Donc, je ne vais pas poser la question de voir éventuellement avec une autre étude.
Mais pourquoi pas? D'autres questions? Bernard Jomet. Juste, bon, cette procédure de crédit bail a déjà été utilisée par pas mal de communes, et puis effectivement, c'est une façon d'intervenir en direct auprès des entreprises. Je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Par contre, effectivement, pendant cette période de 5 ans, on est bien d'accord que la commune n'est pas engagée à assumer ses responsabilités de propriétaire, puisque même si la propriété n'est effective qu'au bout des 5 ans, elle est de fait à partir de la signature de la convention. Et là, l'échange des propriétaires, effectivement, dit que le bail est signé. C'est ça que tu veux dire. Voilà. Oui, on verra d'ailleurs sur le reversement, par exemple, de la taxe foncière qui se fera directement à la commune de Busson. Tu as tout à fait raison. Effectivement, ils auront l'entièreté des charges qui relèvent du propriétaire. Ce qui leur permet du coup de faire les investissements qu'ils souhaitent. Donc c'est plutôt une bonne opération. Non, c'est une bonne opération. Oui, Marie-Françoise Aguet. Oui, s'ils reversent la taxe foncière, donc ils sont propriétaires à l'entrée. Ils ont les charges de Les propriétaire. charges de propriétaire, ils ne sont pas propriétaires. Ils deviennent propriétaires à la sortie. Non, c'est à la levée d'option, exclusivement à la levée d'option, qu'ils seront entièrement propriétaires. Mais les charges de propriétaire leur incombent dès le premier mois, effectivement, ce que disait Bernard, dès la signature du contrat. D'accord, ok. Oui, c'est compris dans ce contrat-là. Exactement. D'accord. Pour tout vous dire, il y a un avocat qui nous accompagne pour l'écriture de ce contrat de crédit bail. Hein. C'est pas Jean-Pierre et moi qui l'avons écrit, on est accompagné là-dessus. Et d'ailleurs, on est toujours en cours d'écriture. Voilà. D'autres questions? Jean-Luc Léger. C'est pas une question, c'est juste pour valider un petit peu tout ce qui a été dit, à savoir que c'est une opération gagnant-gagnant, puisque pour la commune, donc, elle garde le même montant de mensualité par rapport au loyer actuel, elle sécurise l'entreprise qui va pouvoir faire les travaux alors que la commune n'avait ni vocation ni les moyens de les faire, et il y a derrière tout ça, tu dis 30 emplois. Ben c'est très bien, le but d'une collectivité n'est pas nécessairement de gérer en direct le développement économique, il est de faciliter le développement économique, et nous avons bien besoin de création d'emplois. Donc franchement, je trouve que c'est une bonne opération pour tout le monde. C'est exactement ça. Voilà. D'autres commentaires? Pas de commentaires? Je mets au vote. Alors, il vous est proposé, vu les articles, je ne vais pas vous lire l'entièreté des articles, mais vu quand même l'avis des domaines sur la valeur en date du 14 octobre 2024 établie à 274 000 € assortie d'une marge de négociation, une marge d'appréciation de 10%, donc on vend effectivement un peu en dessous de 274 000 €, mais on reste dans la fourchette des 10% de négociation. Considérant l'intérêt pour la collectivité de céder les biens immobiliers si rue de Beauce est cadastrée AI 496 et BM 253 à l'entreprise La Manufacture Royale d'Aubusson, dont le siège social est situé 39 rue de Beauce, représenté par M. Lucas Pinton. Considérant la nécessité de réaliser de nombreux et coûteux travaux nécessaires à la continuité de l'activité de l'entreprise, il vous est donc proposé d'approuver la rédaction, la conclusion et l'enregistrement d'un contrat de bail immobilier pour une durée de 5 années entières et consécutives qui prendra la suite du bail de location en cours, de m'autoriser à signer le contrat de crédit bail immobilier avec la Manufacture Royale d'Aubusson et tout document lié à ce dossier, de dire que l'acte à intervenir sera rédigé en la forme d'un acte notarié établi par maître Sidonie Bagilé Latapi, notaire à Crau, aux frais de l'acquéreur. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Le point suivant, je vais passer la parole à Jean-Pierre Lanier pour nous parler de recours à l'apprentissage. Effectivement, le point 11 avait déjà été abordé lors du dernier conseil par la DGS, donc il s'agit de recours à l'apprentissage. Donc on vous informe que l'apprentissage constitue aujourd'hui une voie majeure d'insertion professionnelle. Il permet à des personnes âgées de 16 à 29 ans, sans limite d'âge supérieur d'entrée en formation concernant les travailleurs handicapés, et d'acquérir des connaissances théoriques dans une spécialité et de les mettre en application dans une entreprise ou une administration. Cette formation en alternance est sanctionnée par la délivrance d'un diplôme ou d'un titre. Ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour les services accueillants, compte tenu des diplômes préparés par les postulants et des qualifications requises par lui.
Donc, face au départ en retraite, aux mobilités vers d'autres employeurs et aux difficultés de recrutement sur certains métiers en tension, l'apprentissage offre l'opportunité aux agents publics de transmettre des connaissances, des savoirs nécessaires à l'exercice des métiers du secteur public territorial et d'éviter la perte de savoir-faire. Il permet également de former et qualifier un personnel en vue d'une éventuelle embauche future, tout en facilitant l'acquisition d'une première expérience professionnelle valorisante. S'agissant de la commune d'Aubusson, l'apprentissage pourrait concerner des secteurs tels que la gestion des ressources humaines pour la préparation de diplômes divers. Donc il revient au conseil municipal de délibérer sur la possibilité de recourir au contrat d'apprentissage et de créer un ou des postes d'apprentis. Sur le document, donc, on vous indique que le poste qui serait retenu, c'est un poste d'assistant de gestion de ressources humaines. On avait pu l'évoquer lors d'un précédent conseil. Est-ce que vous avez des questions sur ce recours à l'apprentissage? L'essentiel étant effectivement à terme de pouvoir provoquer une embauche et d'avoir un jeune qui s'installerait sur place et qui intégrerait nos effectifs. Voilà, l'idée c'est de le former et de le garder parmi nous. Voilà. La question particulière, y a-t-il... Pardon, Marie-Françoise, oui. Non, c'est vraiment une excellente chose. Ici, d'ailleurs, il pouvait y avoir plus d'entreprises en Creuse qui pouvaient avoir recours à l'apprentissage. Ça serait très bien. Donc, donner l'exemple par ce biais-là, pour moi, c'est une excellente chose. Avez-vous d'autres questions, sachant que il y a eu le comité social territorial avait été mis dans la boucle et en fait a exprimé un avis positif aussi sur ce recours à l'apprentissage. Bernard, une question peut-être? Oui, juste, un petit peu surpris de voir que effectivement c'est pour préparer un master, donc je suis content de voir qu'il y a aussi de l'apprentissage maintenant au niveau supérieur. Par contre, effectivement, je m'étonne d'avoir à délibérer juste sur un poste d'apprentissage. Est-ce qu'on ne peut pas avoir une délibération plutôt sur... Non, parce qu'en fait, on avait demandé, on n'a qu'un seul qui nous a été accordé, en fait. Ah, d'accord. Voilà. Ok, vous avez déjà une personne... On a quelqu'un en vue, je crois. On a des vues. On a des pour vues. l'instant, il n'y a rien d'établi, il n'y a rien de fixé. D'accord. Et donc, d'une manière générale, il n'y a pas le principe d'être d'accord sur le fait de prendre des apprentis, d'une manière générale, je ne sais pas, pour les services des espaces verts, pour la voie publique, pour d'autres trucs comme ça. Ça peut pas se faire. Ça peut se faire, ça s'est fait par le passé. On a déjà eu des apprentis sur les espaces verts. Hein, c'est clair. Donc, dans ces cas-là, on revient systématiquement devant le conseil municipal pour proposer, puisque ce que disait Stéphane, c'est que effectivement, on a un poste qui a été ouvert et que on a effectivement un besoin nous s'agissant de la gestion du personnel et des ressources humaines. En fait, on avait demandé la possibilité d'avoir 4 apprentissages. On nous autorise seulement 1. En fait, plus qu'un apprentissage, c'est un alternant, si j'ai bien compris. Oui, tout à fait. Ouais. Donc là, c'est Le super. Le CNFPT. Ce sont des contrats d'apprentis. Même que ce soit alternant, parce que c'est des études dites supérieures, ou que ce soit dans le cadre d'un CAP, BEP, etc., ça reste des contrats d'apprentissage. Oui, la terminologie est effectivement la même. Simplement, il doit être, un tuteur doit être... Exactement. Qui sera au sein de la collectivité. Et je suis en train de lire la note que nous avait envoyée le CNFPT. C'est effectivement les apprentissages, ils concernent uniquement les métiers en tension. Donc tout ce qui est effectivement apprentissage dans l'espace vert, ce ne sont pas des métiers en tension. Mais par contre, effectivement, dans le tableau, là, chargé d'accueil, assistant de gestion, enfin, là on est sur des métiers en tension. Voilà. Donc un seul poste est retenu. À ce jour. Je soumets au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Eh bien, je vous remercie. Tu perds la parole, Michel. Oui, appelle-moi Michel, si tu le souhaites. Je parlais de Michel Goumi tout en face de moi. Jean-Pierre, tu gardes la parole pour nous parler du règlement intérieur. Effectivement, la mise en place du règlement intérieur, qui a pour objectif donc de définir les règles de fonctionnement de l'organisation du travail et des relations sociales. C'est un outil de communication interne qui garantit une connaissance partagée des informations. Parce qu'il est destiné à organiser la vie dans la collectivité dans l'intérêt de tous, ce règlement s'impose à tout agent, quelle que soit sa situation statutaire,
son rang hiérarchique, son affectation dans les services, la date et la durée de son recrutement. La réglementation ne fixe pas de cadre général, mais il appartient à l'Assemblée délibérante d'organiser et de se prononcer sur les règles de fonctionnement et de discipline intérieure, les garanties qui sont attachées à l'application de ces règles, les règles relatives à l'hygiène et à la sécurité. Un exemplaire est affiché dans les locaux de travail et un exemplaire est remis à tout nouvel agent. Il faut savoir que ce règlement intérieur qui vous a été transmis, ainsi que ses annexes, il a été élaboré en concertation avec les organisations syndicales qui sont représentatives des employés de la collectivité. Donc c'est un travail qui a été fait lors d'un comité social territorial et qui a été acté donc avec eux le 9 octobre dernier. Je pourrais, si vous le souhaitez, si vous souhaitez, vous faire la lecture intégrale du règlement intérieur de ces annexes. Avez-vous des questions? Mais avez-vous des questions? Pas de questions particulières? Donc je passe au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Tu gardes la parole pour une modification du tableau des emplois et des effectifs. C'est une régularisation. C'est une régularisation, Myriam Mariette l'avait également évoqué, puisque lors du conseil municipal, dans sa séance du 15 avril dernier, nous avions approuvé les modifications apportées au tableau des emplois suite au mouvement de personnel lié au départ en retraite et aux prévisions d'avancement de grade. Les modifications portaient simultanément sur les créations et suppressions d'emplois, et aucun emploi n'a été supprimé n'a été supprimé. Donc la préfecture de la Creuse a fait remarquer à la commune que la délibération était entachée d'illégalité, car elle ne vise pas l'avis du comité social territorial, obligatoire pour le cas de suppression. Donc il convient donc d'annuler les suppressions de postes mentionnées dans la délibération 2024-24 du 15 avril 2024 et de reprendre une nouvelle délibération avec la mention du visa du CST. Donc en fait on reprend la même, mais on vous indique juste qu'il y avait un avis favorable du comité social territorial en date du 9 octobre dernier, puisqu'on y est revenu lors de ce comité. Est-ce que vous avez des questions particulières? Voilà, on avait tout fait dans le même sens. Myriam vous l'avez rappelé, les créations étaient liées aux suppressions et inversement. Donc nous, ça partait d'un principe où clairement il n'y avait pas de suppression d'emplois et que tout se faisait en fait dans l'enchaînement des autres. Voilà, la préfecture a souhaité qu'on revienne sur cette délibération, donc c'est ce qu'on vous propose ce soir, et ce que je vous soumets aux voix, sauf si vous avez des questions particulières. Donc y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc, je vous remercie. Merci Jean-Pierre. Le point suivant, notification de créance, demande de règlement amiable. Alors, Madame Dufragne, exposante lors du marché de Noël du 23 décembre 2015, victime d'un accident de voirie, a mis en cause la commune. Par jugement en date du 29 mars 2018, la commune d'Aubusson a été déclarée responsable des 2/3 des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime Madame Dufragne. Ce dossier a fait l'objet d'une procédure en cour d'appel et en Conseil d'État. Si l'arrêt rendu par la Cour administrative d'appel de Bordeaux du 11 février 2021 a mis un terme à l'instance et si la décision rendue par le Conseil d'État du 22 juillet 2021 a rejeté la demande d'indemnisation de Madame Dufragne pour les frais de santé engagés et la perte de revenus professionnels, ces deux instances n'ont pas remis en cause la responsabilité de la commune à hauteur des 2/3. C'est dans ce contexte donc que la Caisse primaire d'assurance maladie a adressé le 28 novembre 2023 puis le 23 septembre 2024 une notification de créance en demande amiable de règlement. Donc, concernant la créance, il s'agit d'une créance définitive constituée des prestations versées par l'organisme assurance maladie à l'assuré victime en lien direct avec cet accident. La créance est d'un montant total de 1 199,43 €. La CPAM demande un règlement de 799,62 € au titre de la créance après application de la part de responsabilité de 2/3 de la commune, plus une indemnité forfaitaire de gestion liée de 266,54 €, soit un montant total attendu de 1 066,16 €. Avez-vous des questions au sujet de cette délibération? Pas de questions, pas de commentaires. Je vous propose de mettre ça au vote. Donc il est demandé au conseil municipal d'approuver le remboursement du sinistre en date du 23 décembre 2015 comme suit. Versement de la somme de 1 066,16 €,
à la caisse primaire d'assurance maladie au titre des remboursements de soins et des frais de gestion. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Le point suivant, je vais donner la parole à Jean-Pierre Perrier pour nous parler de la convention de fourniture des repas aux écoles d'Aubusson. Alors, le rapporteur rappelle que la commune d'Aubusson ne dispose plus des infrastructures nécessaires à la production des repas pour les élèves et le personnel des écoles. Afin de permettre le maintien du service de restauration au profit des écoles d'Aubusson, et dans un souhait commun de valorisation du territoire et de mutualisation des moyens, les deux collectivités ont signé une convention de fourniture des repas en août 2018. Cette dernière définissait les modalités d'organisation du service de restauration et précisait les engagements de chacune pour fournir 190 repas par jour. La cuisine centrale a été mise en service en septembre 2018. La convention initiale a été renouvelée une première fois par délibération du 29 septembre 2022 pour une durée d'1 an, renouvelable une fois. La convention actuelle est arrivée à échéance au 1er septembre 2024. Il s'agit donc de la renouveler pour les années scolaires 2024-2025 et 2025-2026. Le rapporteur indique que les tarifs seront revalorisés. Ils sont fixés à 3 € par repas pour les élèves des écoles maternelles, contre 2,64 € depuis 2022. À 3 €. Oui, c'est une erreur, c'était 2022. Je vous le rappellerai à chaque ligne. À 3,20 € par repas pour les élèves de l'école primaire, contre 2,64 € par repas depuis 2022 aussi. À 3,80 € par repas pour les adultes, contre 3,42 € depuis également 2022. Le projet de convention doit être validé en conseil d'administration de la cité scolaire Eugène Jameau. Ce jour, le 4 novembre 2024, j'étais présent, mais j'ai dû m'y absenter. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le projet de convention présenté, il est proposé au conseil municipal d'approuver le projet de renouvellement de la convention des fournitures du repas école municipale pour les années scolaires 2024-2025, 2025-2026 et d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention annexée. Y a-t-il des questions? Bernard Jomier. Oui, des petites questions d'éclaircissement parce que j'ai regardé la convention, il n'est pas fait mention du tout de la nature des repas, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui a déjà été traité par ailleurs ou, Là, c'est dans la continuité des repas, ça ne change parce rien. que, par exemple, il y a un programme au niveau départemental qui s'appelle le PAT, le Programme alimentaire territorial. Oui. Je ne sais pas comment, il n'y a aucune mention, aucune référence à ce PAT dans la convention. Donc je me demandais s'il y avait un lien. Oui, mais c'est pas nous qui en décidons. On n'a pas la main là-dessus, mais donc c'est les repas qui sont faits au self, ce sont les mêmes repas, enfin, ils sont faits au même endroit que ceux qui, pour les collégiens et les lycéens. Oui, peut-être que tu en sais un peu plus, Marie-Françoise, tu peux nous en dire un peu plus sur ce dispositif-là, toi qui l'as bien suivi à l'époque, quand on dit référence à la Convention 2022, c'est toi qui l'avais négocié avec eux notamment, ces problématiques-là. La convention en question ne mentionne effectivement que la livraison des repas et les modalités de livraison des repas et à quel coût. Voilà. Maintenant, il est clair qu'effectivement, au sein du lycée général qui est en charge de la cuisine centrale, qui la gère, ils font le maximum pour pouvoir respecter l'approvisionnement en bio et en local. Maintenant, il est assez difficile d'être livré en local compte tenu des grosses quantités qu'il y a à fournir. Les marchands de fruits et légumes ont du mal à fournir pour plus de 1000 rationnaires par jour. C'est assez important, même si dans le cadre du PAT, je parle sous couvert de Jean-Luc Léger, le PAT au département, il y a une nouveauté qui est assez intéressante, c'est-à-dire qu'ils ont pris une convention avec Promocash qui permet aux agriculteurs de pouvoir bénéficier de la logistique de Promocash et ne pas faire sa propre logistique. Donc maintenant, il est vrai que le lycée d'Aubusson général, le lycée général, a plus de facilité pour s'approvisionner. Mais
ça reste encore assez délicat en termes de yaourt, par exemple, etc. Parce que sinon, je ne veux pas dire, mais c'est un peu de l'épicerie, quoi. Voilà. Donc le local, oui. Pour la viande, ils y arrivent de plus en plus. Pour les légumes, ils y arrivent aussi un petit peu. Le fromage, ils essayent assez souvent, mais après, il y a des problèmes de coût. Voilà. Et par ailleurs, l'intégralité des repas est suivie par l'infirmière du lycée et qui s'assure d'un équilibre alimentaire et un nombre de calories correct pour les élèves. Et enfin, rien n'est fait au hasard en fait. Hein, voilà, une diversité, voilà. Ça, ils s'efforcent et il y a des commissions repas organisées avec les élèves, les enseignants et les cuisiniers plus l'infirmière. Et une fois par semaine, les menus sont approuvés par l'infirmière. Voilà. Et on m'a donné comme information tout à l'heure que dans le cadre de la loi Egalim, il y avait possibilité d'intervention de l'État pour arriver à des repas à 1 €. Donc je ne sais pas ce qu'il en est exactement. Est-ce que vous êtes au courant de tout ça? C'est déjà mis en place. C'est déjà en place. Bien, tu as des informations, je crois, là-dessus. Ça n'entraîne pas en fait la modification du tarif qui est payé par les parents, c'est ça va toujours à 0,99 €. On est dans ce dispositif-là, en fait. D'accord. Ouais. Et puisqu'on évoque la loi Egalim, rappelons que la cité scolaire de toute façon de Buisson, comme toutes les cités scolaires, comme tous les lycées de France, n'échappe pas à la loi Egalim, justement, qui réglemente l'approvisionnement en bio ou en produits locaux. Je ne me souviens plus des pourcentages, mais c'est quand même quelque chose qui n'est pas neutre pour garantir la meilleure alimentation à nos enfants. Oui, tout à fait. C'est clair qu'on est loin d'une cantine où il y a 9 élèves à nourrir, hein. On est bien d'accord, hein. Il n'y a pas une cantinière qui est là. Voilà, on reste sur quand même une production de masse, entre guillemets, et effectivement, on n'est pas sur la qualité d'une petite cantine dans une petite commune. Ouais. Bien que. Et pour terminer, je trouve que le prix des repas quand même est très raisonnable, dans le sens où qui mange aujourd'hui pour un repas complet équilibré pour 3 €. Mais par contre, l'augmentation, elle est quand même substantielle, hein, de 2,64 à 3. Il ne faut pas cacher que c'est quand même une augmentation importante. Mais nous savons tous que les denrées alimentaires ont pris une augmentation. Les énergies et les énergies pour produire ces plats. Mais l'augmentation n'est pas négligeable pour les parents. Elle n'est pas négligeable, mais elle n'est pas délirante non plus à la vue des augmentations effectivement des denrées alimentaires et aussi du coût des énergies qui ont explosé. C'est vrai parce qu'on regarde les tarifs précédents. En 2018, c'était 2,56 € et en 2022, 2,64 €. Et là, effectivement, ça passe à 3 €. Marie-Françoise. Pour rectifier, c'est pas le prix que payent les parents, puisqu'il y a un tarif pour quasiment toutes les tranches, sauf une ou deux de mémoire, oui, c'est à 99 centimes. Et ça n'a pas bougé. C'est le tarif dont on parlait tout à l'heure. Effectivement, ça, c'est le prix que la collectivité paye. Mais par contre, pour le repas à 1 € au niveau du lycée, il y a des étudiants qui sont en BTS et qui ne peuvent pas bénéficier à Aubusson du tarif à 1 €, bien qu'ils soient boursiers. Et ils ont le tarif BTS. Ça, c'est un véritable scandale. Par contre, la question qu'on pourrait se poser, c'est le maintien de ce dispositif, ou pas, vu le contexte économique qui se profile. On n'est pas certain que ça continue d'ailleurs. Non. Y a-t-il d'autres interventions au sujet des tarifs? Non, tu peux mettre au vote, Jean-Pierre? Oui, bien sûr. Y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des oppositions? Approuvé, je vous remercie. Je suis lent. Oui, vas-y. C'est voté maintenant. Oui, non, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Non, mais quand tu te questionnais là, juste avant de mettre au vote, et tu disais, pourvu qu'on puisse continuer à le faire,
compte tenu de ce qui se profite. Je veux dire, par rapport au financement des collectivités locales, va-t-on pouvoir... Non, c'est le maintien d'un dispositif au repas à 1 euro. Est-ce que ce dispositif-là va perdurer? On voit le dispositif s'arrêter, je pense notamment au PRE par exemple, qui va ça, le programme de réussite éducative, puisqu'on est dans l'éducation nationale, qui avait cours jusqu'à fin août. On n'a pas de nouvelles, on ne sait pas si le dispositif se poursuit ou pas, alors qu'on a encore 15 élèves accompagnés dans ce dispositif-là. Voilà, on n'a toujours pas de réponse et on ne sait pas trop où on va là-dessus. Donc ce qui me faisait dire ça, effectivement, c'est quand on annonce 60 milliards d'économies, après 10 milliards d'économies déjà réalisées au mois de janvier ou au mois de février, ça fait peur, ça fait peur. La caisse rouge, on va être mangé. Est-ce que ces dispositifs-là vont en faire les frais? C'était là la question en fait. Pour rebondir, effectivement, le fait que les repas soient à 99 centimes, il y a une prise en charge par l'État du manque à gagner pour la collectivité. On n'est pas certain de la pérennité de ce système, comme le disait effectivement Stéphane, et on l'avait évoqué quand on a mis en place cette tarification. Clairement, si demain l'État décidait de ne plus subventionner ces repas, on reviendrait à des tarifications qui sont conformes en fait aux tarifs qui sont faits par la région et les parents se verraient, comme c'était le cas par le passé, à payer la tarification totale. Et c'est vrai, et on l'avait effectivement évoqué à la mise en place de cette tarification particulière. Il y avait une opération pour les petits déjeuners à une époque. C'est toujours en place, l'opération petit déjeuner gratuit, oui. Ça fonctionne. C'est les maternelles. Maternelles uniquement. Ouais. Ça, on l'a remis, on a relancé le dispositif en début d'année. Tu n'étais pas avec nous, non? Oui, ça, le dispositif est toujours en place. Ouais. Oui, donc petit déjeuner gratuit à destination des maternelles. Voilà. Oui, Jean-Luc. Oui, les collectivités locales, en particulier les communes et les conseils départementaux, sont des amortisseurs sociaux. Il est sûr qu'avec les 5 milliards d'économies sur le dos des collectivités, demain, nécessairement, ces collectivités vont devoir faire des choix qui risquent de remettre en cause certaines mesures sociales. Il y a même pire, il y a les ponctions qui sont faites sur un certain nombre de collectivités dans ce pays. Vous avez peut-être vu nos collègues du conseil départemental de la Haute-Vienne, qui se voient prélever d'environ 27 millions d'euros sur leur budget, et le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a déjà tiré le signal d'alarme. Il sera obligé de se désengager vis-à-vis de certains tiers, peut-être des associations demain, et évidemment, au bout du bout, c'est le citoyen, c'est l'usager qui y retrouvera moins d'aide. Il y a dans ce pays une maltraitance des collectivités qui vient d'être avérée avec les 5 milliards d'économies qui ont été annoncées sur le dos des collectivités, et en réalité plus, si on compte notamment la fonte du fonds vert, etc., etc. On est presque, c'est André Léniel qui le disait, qui est au comité des finances locales, au niveau national, c'est presque 9 milliards d'euros finalement, dont les collectivités devront apprendre à se passer sur l'exercice budgétaire prochain. C'est une mauvaise considération des collectivités. Et au bout du bout, ce seront les usagers et les habitants, les administrés qui devront payer les pots cassés. Nous sommes bien d'accord. D'autres interventions que j'avais mis au vote. On a déjà voté. Oui. Okay. Bien. Le point suivant concernant les demandes de subvention. Donc le point 16A qui est une demande de subvention concernant les amendes de police. Donc comme chaque année, la commune de Buisson peut solliciter une subvention auprès du conseil départemental au titre de la répartition des amendes de police. Donc, suivant le règlement départemental de répartition du produit des amendes de police, les travaux d'investissement éligibles sont l'aménagement relatif aux services de transport en commun, l'aménagement relatif à la circulation routière sur les voies communales, les panneaux et marquages au sol, sous condition. Nous avons adressé le 30 octobre dernier un dossier de demande de subvention à la présidente du conseil départemental relative au projet de la coulée verte, tranche allée Jean-Marie Couturier. Le conseil municipal a validé ce projet et son plan de financement lors de sa séance du 21 novembre 2023. La commission permanente devant étudier les dossiers présentés le 8 novembre prochain, il y a lieu de mettre à jour le plan de financement. Donc je vous propose de solliciter une dotation
pour la coulée verte à Jean-Marie Couturier, compte tenu des aménagements créés pour la sécurité des usagers, tels que l'aménagement et la sécurisation de circulation piétonne. S'agissant d'un projet dont le montant hors taxe des travaux est supérieur à 10 000 € hors taxe, le taux de subvention est de 25% maximum des dépenses éligibles. La dépense éligible pour ce projet correspond à l'éclairage public en LED et les bornes de détection pour le sentier piéton pour un montant de 24 000 € hors taxe, la réalisation d'allées piétonnes en sable pour un montant de 7 200 € hors taxe. Donc il nous est proposé de solliciter une dotation pour un montant de 18 720 € auprès du conseil départemental au titre de la répartition du produit des amendes de police 2023. Avez-vous des questions à ce sujet-là? Jean-Luc Léger. Juste une remarque, il se pourrait que ce soit moins compte tenu du nombre de demandes qui ont été faites au conseil départemental à enveloppe constante. Donc il se peut que le taux d'intervention du département soit inférieur à ce qui est mentionné ici, et donc évidemment que la somme ne soit pas celle qui est indiquée. Ça se votera vendredi. La commission avait lieu là, ce soir, donc je n'y étais pas, évidemment. D'accord. Bon, en tout cas, nous demandons le maximum qui nous est autorisé de demander, ben, on verra ce qui se passe. Donc, il vous est demandé, y a-t-il d'autres questions au sujet de cette demande de subvention? D'autres interventions? Non. Donc, il vous est demandé de mettre à jour le plan de financement comme suit. Donc, on a un total des investissements, je ne vous fais pas le détail, à 333 843 € et 43 centimes. Et côté recettes, on a donc 100 000 € de DETR, de 18 720 € donc hypothétique amende de police, un autofinancement à 215 123 € et 43 centimes, pour un total hors taxe de 333 843 € et 43 centimes. Y a-t-il des oppositions à cette demande de subvention? Y a-t-il des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. La demande de subvention suivante, demande de subvention rénovation des chaufferies des écoles Aubusson. Une subvention de l'État au titre de la DETR pour l'année 2025 peut être obtenue pour le remplacement des chaufferies de l'école maternelle et de l'école primaire par des chaudières plus performantes énergétiquement parlant. Les deux chaudières sont anciennes, 1990 pour celle de la Clé des Champs et 1970 pour l'école Villeneuve. Donc, compte tenu du niveau de subvention à hauteur de 70%, je vous propose de saisir l'opportunité de cette subvention. La rénovation des chaufferies est estimée à 70 000 € hors taxe. La commune pourra également prétendre à des certificats d'économie d'énergie à mettre en place avec le SDEC. Il vous est donc proposé d'approuver le programme de rénovation des chaufferies de l'école maternelle Villeneuve et de l'école primaire Clé des Champs, de solliciter une subvention au titre de la DETR 2025 pour le remplacement des chaudières et d'adopter le plan de financement comme suit. Donc on a 70 000 € d'investissement pour ces deux chaudières et donc on te sollicite 70% de DETR, soit 49 000 € avec un autofinancement de 21 000 €. Avez-vous des questions au sujet de cette demande de subvention? Jean-Luc. J'ai évoqué le fonds vert tout à l'heure, il n'était pas possible de rajouter 10% de fonds vert par rapport aux 70% de DETR. Le fonds vert, on ne sait pas trop. On va voir en fait. On fait la demande déjà sur la DETR. Le fonds vert, j'ai très peu d'espoir. Très franchement. Vous parlez aussi, en fait, pourquoi est-ce qu'on va aussi sur les écoles? Parce qu'il y a aussi, rappelez-vous, on est avec le SDEC, on avait signé, c'était dans cette mandature-là, un CEP avec le SDEC. Dans le cadre de l'application des décrets tertiaires, ça vous parle? Et les écoles donc avaient été identifiées comme à prioriser dans la rénovation énergétique. Voilà. Donc c'est un peu une obligation aussi. Enfin, c'est une nécessité, et deux, ça s'impose un peu à nous aussi de rénover le chauffage de nos écoles pour avoir un meilleur rendement en termes énergétiques. Donc pas d'opposition. D'autres commentaires au sujet de cette subvention? Non. Je mets au vote. Donc y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Adopté, je vous remercie. Demande de subvention suivante, la centrale de traitement de l'air à la Maison des Sports. Donc là aussi, une DETR possible pour l'année 2025. Pour mémoire, est inscrit au budget le remplacement du système de chauffage de la Maison des Sports. Donc, compte tenu du niveau de subvention à hauteur de 50% plus 10% de bonus, parce que nous sommes petites villes de demain,
Je vous propose là aussi de saisir cette opportunité de subvention. La rénovation du système de chauffage de la Maison des Sports est estimée à 144 330 € et 42 centimes hors taxe. La commune pourra là aussi également prétendre à des certificats d'économie d'énergie à mettre en place avec le SDEC. Il vous est donc proposé d'approuver le programme de rénovation du système de chauffage de la Maison des Sports, de solliciter une subvention au titre de la DETR 2025 pour l'installation d'un système de chauffage rafraîchissant, en fait, qui indique une centrale de traitement de l'air, et d'adopter le plan de financement comme suit. Donc, total des investissements, 144 330 € et 42 centimes. 86 500, dans le côté recette, 86 598 € et 25 centimes pour la DETR, et un autofinancement à 57 732 € et 17 centimes. Avez-vous des questions au sujet de cette centrale de traitement d'air de la Maison des Sports? Pas de questions. Bien, je mets au vote. Donc, il s'agit donc de m'autoriser à signer tout document relatif à cette affaire, de dire que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la collectivité. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il de l'abstention? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Enfin, dernière demande de subvention, le Boost Ville. Pour compléter son panel d'aide aux communes, le département propose de mettre en place, en complément des contrats Boost Communes, un règlement d'intervention en faveur des 3 villes du département de plus de 3000 habitants, soit Aubusson, Guéret et La Souterraine. Ce soutien financier du département a pour but d'encourager et d'accompagner la réalisation de projets structurants au regard du rôle de centralité de ces territoires. Ce nouveau dispositif, dénommé Boost Ville, est ouvert pour une durée de 3 ans, de 2024 à 2026, avec une enveloppe globale de 300 000 € répartie à parts égales entre Aubusson, Guéret et La Souterraine, soit 100 000 € pour chacune de ces 3 villes. Afin de favoriser la concrétisation des projets, chaque maître d'ouvrage aura la possibilité de fixer librement le taux d'intervention de l'aide départementale dans une fourchette comprise entre 20 et 60% pour permettre l'optimisation des plans de financement. Donc je vous propose de solliciter le Boost Ville à hauteur de 50 000 € pour le projet de la Coulée Verte, tranche allée Jean-Marie Couturier. Donc il est proposé au conseil municipal de solliciter l'attribution d'une subvention dans le cadre de Boost Ville pour le projet Coulée Verte, tranche allée Jean-Marie Couturier, et de mettre donc à jour le plan de financement comme suit. Donc total des investissements, 333 843 € et 43 centimes. Côté recettes, donc 100 000 € de DETR, 18 720 € d'amende de police et 50 000 € sur le Boost Ville, avec un autofinancement donc de 165 123 € et 43 centimes, pour un total donc, de 333 843 € et 43 centimes. Avez-vous des questions au sujet de cette demande de subvention? Si c'est pour annoncer une baisse, c'est pas la peine. Non. Comment ça s'articule avec le rapport qu'on a vu tout à l'heure sur la coulée verte? C'est un complément. C'est un complément, en fait, on vient en... Oui, c'est un complément. Oui, en fait, il n'y a pas de rapport. En fait, d'un côté, il y a les amendes de police là, qui concernent l'éclairage des piétons. En fait, c'est pas un éclairage public tel qu'on entend. C'est des petits potelets qui détectent la présence d'un piéton et qui va donc s'allumer au fur et à mesure que le piéton avance. Donc ça concernait le côté amende de police. Et là, on est sur le projet global. En fait, donc sur le côté aménagement urbain avec priorité aux piétons, enfin aménagement pour rendre l'accessibilité des lieux plus sécurisée aux piétons. C'est surprenant parce que c'est les mêmes intitulés et les mêmes sommes. Comment? Oui, c'est le même projet. Parce que c'est le même budget. C'est le même budget. Il n'était pas possible de mettre un seul plan de financement avec amende de police, Boost Ville à l'intérieur du même. Là, on délibère à chaque fois en fait. Là, on va modifier le tableau avec les amendes de police. Là, on remodifie le tableau avec. Effectivement, on retrouve les amendes de police qu'on vient de voter. Et là, on rajoute 50 000 € du Boost Ville. Donc, en fait, on modifie une fois plus le plan de financement. Si demain on trouve d'autres financements, on sera amené à modifier encore ce tableau. Oui, non, bien sûr. Ouais. Mais comme on a voté le même jour les deux, oui, mais c'est pas une seule et unique délibération. Là, on était sur les amendes de police, et là, on est sur le Boost Ville. C'est vraiment deux dispositifs
différents, donc deux modes de financement différents, donc deux délibérations différentes. L'important, c'est que l'argent rentre. Non, mais les amendes de police demandent systématiquement de toute façon une délibération spécifique qui est liée à des aménagements particuliers. Ça va être éventuellement de la signalisation. Effectivement, là, on est sur du cheminement piétonnier. Donc, demande une délibération spécifique. Effectivement, le but du jeu, et vous avez bien raison, c'est de financer l'intégralité du projet. Mais l'amende de police est spécifiquement axée sur des éléments de sécurisation. Le boost ville, il est fixé. De toute Ne dis rien. Le boost ville, il est fixé. De toute façon, c'est 100 000 euros par ville, donc avec la souterraine éclairée sur 3 ans. Donc ça, alors après, chaque collectivité vote un budget chaque année, mais donc normalement, ça c'est fixé. C'est pour, ça vient en plus de boost commune, comme le rapport le dit. Vous savez que Booster a été supprimé en direction des communautés de communes parce que jugé pas très, comment dire, efficace, et du coup il a été remplacé en partie par Boost Ville et Boost Sport. Il y a Boost Sport, voilà. Boost, oui, c'est ça, Boost Santé aussi. Boost Santé. Le petit 23. Boost Habitat. Et Boost Habitat, il y a beaucoup de Boost. Voilà. Mais on prend, hein, enfin, voilà. Je ne sais plus si j'ai mis au vote ou pas. Non. Y a-t-il d'autres questions? D'autres commentaires? Non. Donc, il vous est demandé donc, de mettre à jour le plan de financement, comme je l'ai détaillé tout à l'heure, de m'autoriser à signer tout document relatif à ce dossier, de dire que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la collectivité. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie et nous arrivons donc aux questions et informations diverses. Pour ma part, vous dire qu'on va mener 4 enquêtes publiques sur 4 dossiers. Donc je suis amené à choisir un commissaire enquêteur, c'est ça qu'on appelle? C'est ça, oui. Qui sera donc M. Claude Soulier, qui a donné son accord. Donc les enquêtes en question, c'est 4 dossiers différents. Donc une sur la terrasse du Lion d'Or, pour une session en fait. On a la même chose sur la véranda rue de la République, là où Madame Chabrelier a ouvert une exposition. La véranda est toujours propriété de la commune, donc l'idée c'est de lui vendre cette véranda. Ça fait des années que c'est comme ça, donc là l'idée c'est de régulariser cette situation-là. On a également passé du domaine privé au domaine public une parcelle qui jouxte le pôle enfance en fait. Là c'est dans le cadre de la future création de la passerelle au pôle enfance, et on a aussi un projet d'accessibilité, un projet d'habitat inclusif rue Jean Jaurès. Là l'idée c'est pareil, c'est les personnes qui mènent ce projet-là auraient besoin d'acquérir un petit bout de trottoir pour pouvoir y faire une rampe d'accessibilité, donc ce serait de pouvoir se vendre ce petit bout de trottoir. Voilà. Donc c'est pas soumis au vote, mais c'est un point d'information que je vous donne. Donc 4 enquêtes publiques qui devraient commencer avant la fin de l'année, j'imagine. Voilà. Et donc c'est M. Claude Soulier qui viendra sur l'enquête publique. En autre point d'information, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Si, me féliciter quand même. On peut se féliciter, on a eu 2 visites ministérielles, dont une quand même assez fructueuse, qui nous a amené 21 millions d'euros, soit 100% du financement de la partie médicale de notre centre hospitalier. C'était une excellente nouvelle. Certaines personnes se demandent, mais que viennent faire les ministres nouvellement nommés dans nos territoires ruraux? Celle-ci, en tout cas, n'est pas venue les mains vides. Elle est venue avec un chèque de 21 millions d'euros et on peut plus s'en féliciter. Oui, Jean-Luc. Oui, mais la ministre de l'Éducation nationale, qu'a-t-elle amené? A-t-elle parlé de la suppression de 4000 postes dans l'éducation nationale dans ce pays? C'était pas l'objet de la visite, mais elle a quand même répondu à cette question. La question lui a été posée, bien évidemment, elle a botté en touche, elle n'a pas répondu, elle n'a pas souhaité répondre. Mais par contre, là aussi, ça n'a pas été inutile. Hein. Moi, j'ai pu l'interroger justement. Je vous parlais tout à l'heure de l'arrêt hypothétique du PRE, hein, du programme de réussite éducative, dont on était sans nouvelles. J'en ai parlé, elle n'était pas au courant, elle a fait remonter, j'ai déjà des retours. J'espère, enfin je pense, j'ai bon espoir qu'on va peut-être réussir à maintenir ce dispositif sur la ville de Busson. Voilà. Je ne veux pas en dire plus pour l'instant parce qu'on n'a pas discuté, c'est une discussion qui va se faire avec la préfète et l'éducation nationale. Mais j'ai bon espoir de pouvoir maintenir, peut-être grâce à cette interpellation, parce que ça l'a effectivement, on était un peu désabusé, c'est-à-dire que
Moi, j'ai mis des pieds dans le plan en disant, oui, attendez, vous venez d'annoncer la mise en place de certains dispositifs. Le PRE, c'était le cas, ça a été mis en place il y a 3 ans, et on l'arrête déjà. Alors qu'il a de réels résultats. Hein. Le PRE, il a accompagné 60 élèves qui sont sortis, enfin, qui ont retrouvé le bon chemin pour rester dans le système éducatif. Il y a encore 15 élèves dans ce dispositif-là. Moi, je voyais mal arrêter ce dispositif aujourd'hui. Voilà. Donc, j'attends des nouvelles. J'espère bonnes. Voilà. Donc, ça a du sens, malgré tout, de recevoir le ministre. Parce qu'on peut l'interpeller sur des sujets. Elle n'était pas venue forcément parler de ça, en tout cas. Voilà. En tout cas, c'est aussi un bon coup de projecteur sur la commune d'Aubusson, quoi. Pardon, Marie-Françoise, tu voulais qu'on est sur les ministres, parce qu'il y a d'autres points, moi. Oui, non, tout à fait sur les ministres, et notamment sur le PRE, parce que c'est bien que ça a permis à des élèves à revenir dans le système, enfin dans une progression, on va dire, normale, d'autant plus qu'en Creuse, on manque énormément de classes SECPA. Donc les classes SECPA, c'est justement pour les élèves en difficulté. Ça n'a rien à voir avec les élèves qui ont un handicap aussi bien physique qu'intellectuel. Ce sont des élèves qui sont en difficulté et qui ont des cours aménagés en vue de les faire revenir. Mais comme ça commence à partir de la classe de 6e, il n'y en a pas suffisamment. Il y a des élèves qui sont sur liste d'attente. Donc le PRE sur Aubusson qui se passe dans l'école publique permet justement aux élèves d'éviter de devoir rester sur liste d'attente en classe SECPA et donc de végéter jusqu'à l'âge de 18 ans en attendant d'être jetés en dehors de l'éducation nationale. Ouais. Merci. D'autres interventions au sujet de la venue non. Moi, j'ai un 3e point d'information à vous donner. Rappelez-vous, je vous avais parlé d'ailleurs du fond vert. Et notamment, on avait abandonné l'idée de renaturation du parking qui est derrière nous. En fait, il y a un fond vert qui passait via l'agence de l'eau. Et en fait, on a eu une bonne nouvelle. L'agence de l'eau nous a écrit, et nous a dit qu'elle avait retenu notre projet. Donc, effectivement, ils vont financer 80%, non pas de la globalité du projet, mais ils ont quand même retenu. C'est un projet qui a été évalué à 571 000 euros. Ils ont retenu, enfin, ils sont éligibles à 80% de ce fonds vert, 366 205 euros. Donc on aurait quand même 292 964 euros de fonds verts pour mener à bien ce projet. Voilà. Donc le projet, rappelez-vous hein, qu'on avait mis un peu en stand-by, qui est donc le projet de renaturation et de désimperméabilisation du parking qui est juste derrière nous là, et sur lequel on va également jeter une passerelle pour rendre plus accessible le pôle enfance. Voilà, ça vous parle. Voilà. Donc la bonne nouvelle, c'est effectivement que l'agence de l'eau nous indique qu'on est éligible au fonds vert pour ce projet-là, qui dépend de l'agence de l'eau. Voilà. Moi, j'en ai fini sur les points d'information diverses. Si vous avez d'autres points d'information, vous avez la parole. Non? Si. Moi, je voulais juste vous dire que sur votre table, vous avez un petit prospectus pour un défilé qui se fera la discothèque Le Numbers. Voilà. Et donc, c'est une invitation. Il y a aussi le Forum de l'autonomie qui se tient le jeudi 7 novembre, ici, dans cette même salle. Il s'appelle Forum de l'automne, mais c'est en lien avec l'autonomie des personnes âgées. Donc je vous invite à venir, il est super ce forum. Si vous avez des personnes en situation de problématique, il y a tout un tas d'institutions qui seront là pour vous conseiller et vous donner les dispositifs auxquels ces personnes-là peuvent prétendre. J'ai quand même un dernier point d'information, je me posais la question est-ce que je vous en parle ou pas, je vais quand même vous en parler. J'ai reçu un mail de la coordination rurale. Et ce mail s'intitulait Fin du compte à rebours, place à la révolte agricole. Je vous le lis, je vous en fais lecture quand même, et on en reparle après. Après avoir manifesté de manière inédite en début d'année, après avoir alerté maintes fois sur l'insuffisance des mesures mises en place par le gouvernement, après avoir prévenu que la colère manifestée serait encore plus grande tant la détresse s'est accentuée, après avoir invité des nouveaux premiers ministres et ministres de l'Agriculture à réagir et à prendre des mesures fortes pour calmer la colère des agriculteurs,
Nous appelons tous les agriculteurs à se mettre à jour dans leurs fermes, à finir de semer et se mobiliser devant la préfecture le mardi 19 novembre prochain pour demander un ultime sursaut du gouvernement. Sans décision forte et immédiate de l'État d'ici là, dès mercredi 20 novembre, les agriculteurs bloqueront le fret alimentaire français afin de donner un avant-goût au gouvernement de ce que sera notre pays demain sans agriculteurs. Voilà. Je voulais faire part de ce message qui m'a interpellé, je l'ai reçu juste avant de venir dans cette salle. Et je pense qu'il y a urgence effectivement à se préoccuper du monde agricole. Voilà. Donc la lecture de ce petit texte, c'était mon soutien. Voilà. D'autres interventions? Non. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Et puis au mois de décembre, on se retrouve. Je n'ai pas la date du prochain conseil, mais il y aura un prochain conseil au mois de décembre. Bonne soirée à tous.